Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le salon tactique. Je sais que je vous ai manqué hier, mais je suis sûr que vous avez réussi à faire quand même une très belle émission. J'espère que vous avez la forme, que vous sentez bien, que éventuellement, si vous étiez concerné, vous avez passé un bon jour de Coupe du Monde. C'est un grand jour, vous le savez. Je vais être très content de ça, mais avant qu'on s'éparpille sur ça, qu'on discute, qu'on analyse, je vais encore une fois resaluer ceux qui animent cette émission avec moi. Monsieur Dan Pérez, pour commencer, comment vas-tu? Salut Zach, ça va très bien, ça fait plaisir de te retrouver. Et en plus, Ah, après cette en journée. effet. Ah bah, faut pas me le dire plusieurs fois, hein. Je suis extrêmement content, ça me fait plaisir. Monsieur Raphaël, est-ce que tu es content aussi, toi? Je suis content et curieux de savoir. Déjà, bon, salut à tous les deux et salut à tous les gens qui nous regardent, et notamment sur le chat là, qui nous salue. Je suis content et je suis curieux de savoir dans quelles conditions tu as vu le match du Maroc, Zach. Ça m'intrigue. Alors, je vais être honnête d'entrée de jeu. Alors, excusez-moi, hop là, voilà. Donc, d'entrée de jeu, en fait, je vous explique. Le match du Maroc, je l'ai vu tranquillement sur mon téléphone et tout, j'étais bien. Après, toute la partie prolongation et penalty, j'ai pas pu les voir parce que j'étais en émission. Parce qu'il faut savoir que je suis en émission là quasi non-stop depuis 18h. Et ensuite, par exemple, Portugal-Suisse, eh ben à 20h, j'étais en émission aussi. Donc, par exemple, j'ai vu que les 90 minutes pures de Espagne-Maroc. Je n'ai même pas eu, effectivement, la joie de pouvoir vivre la prolongation et la séance de penalty. Mais tant pis pour la joie égoïste, on s'en fout, parce que la finalité, elle est là. C'est que le Maroc est passé. Que j'ai vu ou pas, à la rigueur, on s'en fout. Et je suis chaud d'en discuter avec vous ce soir. Et vous l'avez vu comment? Bah Dans les écoute, bureaux nous, d'équipe. ouais, moi, Ok. moi à mon bureau, pareil, comme tous les matchs en fait, tout seul Comme tous les matchs. devant mon écran et avec mon ordi pour prendre des notes. Voilà, tous les matchs de la Coupe du Monde dans ces conditions-là. Les bonnes vieilles conditions professionnelles, c'est propre. On va en discuter. Et donc, on va commencer. Alors, vous savez quoi? On va commencer le débrief tranquille parce que moi aussi, je suis curieux. Tu vois, je suis curieux. Donc, on va commencer dans l'ordre. On va commencer par Portugal-Suisse. C'est un match où, du coup, à titre personnel, vous l'avez capté, je vais pas pouvoir trop vous rapporter quelque chose. Mais justement, comme moi, je sors de Popcorn, que je vais sur mon téléphone pour regarder le résultat et que je vois 6-1, que je vois un triplé de Gonzalo Ramos, que je vois sur les réseaux les gens dire sans Cristiano, c'était mieux ou machin. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été l'histoire de ce match? Vas-y, partez du principe que je ne l'ai pas vu parce que ça Bah, m'intéresse de le comprendre, monsieur Dan. déjà l'histoire de ce match, c'est la compo. On avait parlé hier, dans l'émission parce que hier, il y a eu une conférence de presse où Fernando Santos, le sélectionneur, a un peu élevé la voix, contre Cristiano Ronaldo. C'était une première et on se demandait justement si il n'avait pas trouvé avec cette histoire de la colère de Ronaldo contre, pendant le match de la Corée, si Fernando Santos avait pas trouvé là un prétexte pour OK. sortir Cristiano Ronaldo, soit plutôt dans la rencontre, voire carrément le sortir du 11. Tout en Et faisant en sorte que ce effectivement, soit «socialement accepté» entre guillemets. voilà. Et parce que évidemment, c'est très compliqué de sortir un joueur comme ça avec son historique, son statut. Et et visiblement, oui, ça lui a permis d'acter le changement dans son 11 titulaire. Donc ça, c'est la première chose, la première info majeure, la première histoire majeure du match. Deuxième chose, c'est que, heu, souvent, on dit que c'est dur, voilà, de sortir des tauliers aussi importants, Ouais, mais, il faut aussi dire que c'est très difficile souvent pour celui qui va les remplacer. Si ces tauliers-là sont sur le banc, c'est très, très difficile parce il faut assumer cette titularisation bah ouais. et ce que ça implique comme histoire. Tu vois, Gonzalo Ramos est titulaire à la place de Cristiano Ronaldo, sans doute l'idole de sa jeunesse et qui est sur le banc, qui est pas content, il le sait et il sait que c'est un événement. Il sait qu'il y a Bah oui. jamais eu ça depuis 2004 dans un gros match, Cristiano Ronaldo est toujours titulaire. Donc il sait que c'est un événement et bim, il met le 1er but et il va finir le match avec un triplé. Donc la grande histoire, après on peut rentrer dans les détails du jeu, mais la grande Ouais, histoire de ce match, c'est ça. C'est Cristiano Ronaldo sur le banc et plutôt que la pression, comment dire, étouffe et écrase Gonzalo Ramos, son jeune remplaçant, elle le sublime. Il met un premier but exceptionnel, une frappe du gauche exceptionnelle, un enchaînement magnifique ouais. et après il enchaîne un triplé et 6-1 pour le Portugal. Donc le Fernando Santos finit en plus avec, bah, avec l'issue parfaite. Il a eu raison sur toute la ligne. Monsieur Cosmidis, qu'est-ce que tu dis de tout ça?
Ouais, Dan a parlé de Gonzalo Ramos, mais je trouve alors évidemment parce que c'est lui qui remplaçait, naturellement, Ronaldo sur le terrain, mais je trouve que c'est pas le seul qui a pris le relais. Quand tu vois les matchs de Joao Félix et de Bruno Fernandes, eux aussi étaient attendus quand Ronaldo n'est pas là et eux aussi ont été très bons et notamment Joao Félix qui fait un super match, qui a eu beaucoup de liberté dans le jeu, qui a été créatif, qui a fait des différences. Alors ils ont été très efficaces, hein, faut le dire. Les 6 buts viennent d'occasions où ils sont très, très efficaces et le D'accord. premier but de le premier but C'est de combien le Ramos, c'est un total peu le de field symbole. goal? Ils sont à 2,10 en Ok, XG, tu donc vois? Et ils grosse finissent à erreur 6 buts. perso. Donc après, c'est des buts où la qualité technique est là. C'est-à-dire que ça explique aussi le fait qu'ils mettent des occasions difficiles. On parlera peut-être aussi du but de Léao, mais il y a eu une grosse qualité technique et le premier but de Ramos, voilà, il envoie une cartouche du mauvais pied, sous la barre, dans un angle compliqué et là tu te dis: «OK, l'homme est prêt pour cet événement. L'homme est prêt pour cette altitude», tu vois? Il a remplacé Ronaldo et il a pas stressé du tout le jeune et par contre, dans le mouvement, dans ce qu'ils ont proposé avec ballon, dans la variété des attaques, il y a eu des attaques placées, il y a eu des contre-attaques, il y a eu des périodes de contrôle, il y a eu des périodes où ils ont pas eu le ballon. On a vu énormément de variété et puis beaucoup de mouvements sur le plan offensif et ça, c'est forcément lié, à l'absence de Ronaldo dans le 11 de départ parce qu'on sait que c'est un joueur de moins en moins mobile, qui a besoin de Oui, centres pour exister dans la surface et là, avec Ramos, tu avais un joueur capable de prendre la profondeur, de servir d'appui de jeu, de combiner. Il a aussi donné une passe D, si je ne m'abuse. Donc voilà, c'était très complet comme performance. Ça reprenait un peu les bons points que Dan avait notés sur le Portugal lors de la phase de poule, avec en plus cette qualité d'improvisation dans le dernier tiers, avec beaucoup d'attaquants et des attaquants tous mobiles. Donc vraiment une perf complète qu'il faut nuancer par la réussite où ils ont vraiment, mis quasiment toutes leurs grosses occasions, notamment sur la première période. parce que moi, je me posais une question nécessairement, un truc vraiment solide, c'est que les Suisses, c'était quand même une défense à peu près correcte, notamment face au Brésil où ils avaient su défendre. Akanji avait fait une grosse performance. Bon, Widmer a eu peut-être un petit plus de mal de son côté, mais c'était quand même une défense qui était connue pour être correcte. Comment ça se fait qu'elle ait sauté à ce point? C'est vraiment, comme tu dis, la réussite sur toutes les demi-occasions portugaises. C'est quoi un Alors peu? déjà, ils ont changé d'approche en fait. Ils ont défendu à 3 centraux et avec des pistons. Widmer n'était pas là Ok, et heu et le piston droit, qui s'appelle et j'en ai marre d'avoir des trous, qui s'appelle Fernandes, qui joue à Mayence, a fait un match, très, très, très compliqué. d'accord. Widmer n'était pas là, donc ils défendaient en 3-5-2, on va dire, avec Shaqiri et Embolo devant, Vargas et ce Fernandes là sur les côtés et surtout ils ont essayé, bon, ce qui a été intéressant, bon, ça devient complètement anecdotique, mais sur le premier quart d'heure, ils avaient, une attaque complètement, asymétrique où en fait la plupart de leurs joueurs étaient sur le côté gauche. Donc Vargas, il y avait Xhaka qui arrivait, Shaqiri, se déportait par là. Embolo était censé être axe droit, mais en fait il rentrait rentrait dans l'axe et il y avait le seul Fernandes à l'opposé. Donc ils ont essayé ces choses-là et sauf que sur une touche, justement sur leur côté droit qui était, à mon avis, très mal organisé, Ok, c'est là où ils prennent le premier but et le deuxième, c'est un coup de pied arrêté où il y a eu aussi un manque dans sur comment dire? L'agressivité défensive. Donc tu as d'accord. les 2 premiers buts en fait ceux qui font un peu basculer le match, le premier, il y a une touche où Joao Félix la reçoit, il a du temps pour se retourner, tu sens que les mecs le sortent pas dessus et ensuite il arrive à la donner à Gonzalo Ramos et le défenseur central Char essaye de l'orienter en fait côté gauche, sauf que le mec, allume de son mauvais pied et donc tu as 2-0 et le match est obligé de s'ouvrir, donc c'est de pire en pire en fait pour les Suisses. Leurs lignes sont ouvertes, leur système favorise pas en plus une quelconque compacité et donc Ouais. ça devient une cata quoi, tu vois. Mais donc ils prennent les 2 buts assez vite et après le match, il est presque terminé. D'accord, je vois. Parce que tu vois, par exemple, là, dans le chat, il y en a, ils disent que ce match-là leur fait quand même un petit peu l'effet d'un Espagne-Costa Rica. C'est-à-dire un match, bon, façon de parler peut-être, toute proportion gardée, mais un match où exacerbé par une très grosse réussite ou autre, et qui est au final peut-être pas hyper représentatif. Après, moi, tu vois, comme j'ai dit, le match, je l'ai peut-être pas vu, mais j'ai quand même eu le sentiment qu'un joueur au Félix a fait un gros match. Que certains ont parlé de la réaxation, ou en tout cas du côté à nouveau placé dans l'axe de Bernardo Silva. Gonzalo Ramos, le choix de CR7 sur le banc. Vous êtes d'accord avec ça ou alors vous dites que c'est un peu différent
dans ce scénario, Raphaël? Non, c'était mieux. Après, moi, Dan le sait, ça fait quand même très longtemps que je souhaite que le Portugal passe à autre chose en pointe qu'à Ouais, Ronaldo. Et on parlera avec d'autres équipes, et notamment l'Espagne, de la gestion des statuts dans cette Coupe du Monde, parce que ça a été un vrai problème pour pas mal de sélections. ouais, Et là, le fait que Fernando Santos tranche en cours de compétition et que d'un coup, tu vois une attaque où la menace vient de partout, où la variété vient de partout, où il y a des appels en profondeur de tout le monde, où tu as un Joao Félix qui s'éclate, c'est pas du hasard, tu vois? C'est-à-dire que le fait d'avoir un neuf comme ça mobile, qui va t'apporter énormément de mouvement, ça permet aussi à le reste de ton équipe qui est constitué quand même principalement de passeurs, tu as Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Félix qui peut percuter, mais qui lui aussi a une belle vision du jeu, ouais, d'avoir une cible en plus. Et ça, c'est important dans leur jeu d'avoir quelqu'un sur qui, ils peuvent Et une miser cible pour en plus, partir dans pas la seulement dans les surface. 20 derniers mètres. En fait, Voilà, c'est ça le truc. dans la profondeur, dans la surface, dos au jeu pour s'appuyer et puis ensuite partir ailleurs. Et ça a donné à tout le monde, beaucoup plus de verve offensivement. Même un Guerreiro a été bon offensivement, alors que certains matchs on l'avait moins vu, tu vois? Et ça, c'est la confirmation que, mais on le dit depuis le début de la compétition, qu'avoir des joueurs capables de prendre la profondeur, et c'était un gros problème du Portugal depuis le début de la compète. On avait parlé avec Régis Dupont oui, hier, en se demandant si ce serait, Leao ou Ramos qui réglerait ce problème. Mais le fait d'avoir ce joueur-là, comme pour beaucoup d'équipes, ça a donné tellement de possibilités. Et quand on fera la comparaison avec l'Espagne, on se posera forcément cette question, parce qu'avoir des joueurs comme ça, capables de varier leurs déplacements, franchement, c'est d'une richesse et d'un bien sûr. apport dans cette compète. Surtout que la Suisse, comme l'a dit Dan, c'est une des équipes qui a joué en étant la plus ouverte depuis le début de la compétition, là. Il y avait beaucoup d'espace dans leur bloc, beaucoup d'espace dans leur dos, et techniquement, ils ont été en retard parce qu'en fait, ils étaient rarement en 2 contre 1 pour défendre. Et par exemple, un Joao Félix s'est toujours sorti de la pression, Bernardo s'est toujours sorti de la pression, Bruno s'est toujours sorti de la pression, donc ils n'avaient pas vraiment de plan pour renfermer le Portugal en étant en surnombre quelque part. Et sur le plan technique, le Portugal a vraiment montré toutes ses qualités, et c'est vrai qu'ils sont quasiment, 3 numéro 10 quand tu regardes les profils des joueurs, et on l'a vu sur la qualité technique du match où ils ont eu des situations où c'était du 3 contre 3, 3 contre 2 parfois, parce qu'ils arrivaient à casser le pressing suisse. D'accord, je vois. Dan, tu es en train de préparer un tableau Après, ou? non, 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 pas du tout. J'essayais de répondre sur le chat, mais je vais répondre maintenant. Mais en fait, par rapport à ce que tu disais sur Espagne, Costa Rica, bon, les équipes sont vraiment différentes, même dans leur manière de jouer. Mais Bien c'est sûr. vrai que, comme je te disais, vu que le match est beaucoup ouvert, bon, ils vont jouer le Maroc. J'espère qu'ils ont bien profité. J'espère ils ont bien profité des ouvertures dans le bloc, parce que, forcément, à moins qu'il y ait un score qui bascule vite pour le Portugal et que le Maroc soit obligé de se découvrir, ils vont avoir affaire à un autre type de match et ça va être très différent. Donc oui, il faut modérer ce 6-1 là. Oui, le Portugal n'est pas parti comme le Brésil n'est pas parti pour mettre des tartines à tout le monde, le Portugal Ouais, non bien sûr. plus. Et voilà, et j'imagine pas le Maroc en prendre 5 ou 6, sauf encore une fois s'ils doivent vraiment se découvrir très tôt. Mais, après, écoute, c'est plutôt pas mal. Ce qui est bien, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi la confiance qui va venir avec, parce que c'est un peu qui tout double, là, cette affaire. Tu sors Cristiano, ça peut être le drame national, et en fait, ça passe super bien. Et non seulement tu gagnes largement, et son remplaçant met un triplé. Donc, en fait, c'est forcément, comment dire, un boost de confiance. En revanche, je pense que typiquement contre le Maroc, s'il y a 0-0 à l'heure de jeu, tu peux tout à fait faire entrer Cristiano Ronaldo qui traîne Oui, avec, tu vois, l'agressivité, et et les grosses menaces de la il peut surface. encore il peut encore exister dans cette compétition, tu vois? Mais, c'est très bien qu'il existe comme joker dans une équipe qui a besoin de marquer, par exemple. Aujourd'hui, il est rentré, mais, bon, le match était ouvert, c'est pas trop pour lui. Il n'arrive plus à faire des courses longues, il n'arrive plus à sprinter. Tu vois, l'équipe n'était pas installée dans le camp adverse. Si le Portugal doit marquer au bout d'un moment contre le Maroc, dans la dernière demi-heure, soit il y a 0-0, soit ils sont menés et ils doivent marquer contre un bloc bas, là, je pense que Cristiano, il peut avoir encore un rôle à jouer dans cette Coupe du Monde. D'accord. Oui, bah, un petit peu. Après, aussi, un des trucs, c'est que Cristiano, il a ses défauts, mais il est aussi menaçant par son jeu de tête. Son jeu de tête qui, quand il est mis dans de bonnes conditions, est peut-être l'un des meilleurs au monde, tu vois. Et c'est vrai que face bah, quelqu'un le dit dans le chat, mais face à un bloc comme le Maroc qui peut défendre sa surface correctement, qui peut aussi attendre très bas, avoir quelqu'un qui peut prendre, on va dire, le lead de ce côté-là, ça peut clairement t'aider.
Mais en fait, le truc pour CR7, en fait, je trouve qu'il y a aussi une question de fond assez intéressante avec lui. C'est que, en fait, à United, c'est pas pour aller dans les polémiques à deux balles, tu vois, juste on discute. Mais à United, je trouve qu'il s'était déjà mis en porte-à-faux le soir où il a boudé quand ils font leur meilleur match de la saison face à Tottenham et qu'ils rentrent pas. Là, à nouveau, l'équipe joue encore mieux quand il est pas là, après qu'il ait boudé lors de sa sortie avant. Vous trouvez pas que ça le met dans une situation vraiment ultra compliquée pour la suite du tournoi? Vous pensez que c'est quoi la suite pour lui logique pour être dans les meilleures conditions? C'est d'essayer de prendre sur toi ce qui t'a pas plu et jouer le reste du tournoi quand on te fait appel à toi, tu réponds présent ou comment De toute façon, vous il va pas trouvez ça? avoir le choix là. Là, il Ouais. va pas avoir le choix. Bah, la suite, c'est de se mettre, à la disposition de son entraîneur et de ses coéquipiers. Parce que là, le combat a été gagné, le combat médiatique a été gagné par Santos et le combat sportif aussi. Et on parlait de la nouvelle génération portugaise, mais je suis pas sûr que les nouveaux leaders du groupe soient malheureux que l'équipe ait été très bonne sans Ronaldo. Tu vois que Bruno, Bernardo, même Jean-Joao Félix, ils prennent le lead et qu'ils soient très bons sans que Ronaldo soit sur le terrain. Je pense qu'eux, ils sont satisfaits aussi. Parce qu'ils Bah se oui. disent, voilà, maintenant, c'est aussi notre équipe. Et c'est bien que le relais Mais soit passé à un moment quand le gars a 37 ans. Ça veut pas dire qu'il va pas apporter comme l'a dit Dan, mais là, ça légitime le choix de Santos qui a été un choix fort, qui a divisé au Portugal et qui lui permet aujourd'hui de montrer, bah voilà, regardez ce qu'on peut faire sans lui. Et il a un rôle à jouer, notamment quand on va parler du contexte de ce que propose le Maroc. Mais oui, là, Santos a gagné son. C'était pas un bras de fer, c'était un pari et il est C'est un totalement pari, ouais. gagnant, notamment parce que ouais, ses joueurs ont suivi sur le terrain. mais il faut insister sur un truc, c'est important sur Santos. Euh, c'est pas, c'est pas un choix où, comment dire, c'est un coach qui arrive et qui fait quelque chose de brutal. Tu vois ce que je veux dire? Où il va dire: «Allez, avec moi, Ronaldo» ou Ouais. «Dans cette compétition, Ronaldo, c'est fini». Non, je pense il est conscient, Santos, que l'équipe pouvait tourner mieux sans Ronaldo, mais il fallait trouver la bonne manière de le faire et il fallait trouver le bon moment pour que tu foutes pas complètement la pagaille dans ton groupe, pour que tu fasses pas non plus exploser Cristiano Ronaldo, il fallait trouver et c'est très dur, c'est les choses les plus dures pour les coachs parce qu'à la limite préparer un plan de jeu, c'est beaucoup moins compliqué que gérer Peut-être des gérer mecs des de cette signatures, trempe et ouais. un vestiaire de cette trempe-là et je trouve m moi je trouve que c'est un des coups de coaching, alors peut-être pas tactiquement, mais c'est un des coups de coaching de cette compétition. Non pas le changement en lui-même, mais la manière dont il l'a préparé. C'est-à-dire que la Corée, ça a été le repère et il s'est dit: «Allez, si j'y vais pas maintenant, je pourrai jamais le faire» et donc boum, tu as la conférence de presse hier, il lui met un taquet, il prépare le terrain, ça ouvre des débats médiatiques au Portugal. Évidemment, les gens disent: «Ah bah ouais, même, Ronaldo, il marque pas». Il commence à y avoir des sondages, 70 des Portugais disent: «Moi, je le mettrais sur le banc» et tu as créé les conditions pour ce choix. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire un choix, c'est pas, «Ah ouais, mais il se soumet aux stars, il ne le met pas sur le banc. Il faut créer les conditions avant de pouvoir faire qui, un choix historique, en fait. Et Fernando Santos, il a super bien préparé ça. Eh ben écoutez, ça permet de clore un petit peu le chapitre de ce Portugal, pour lequel on va revenir quand on va parler un petit peu des quarts de finale dans quelques instants. Tu voulais finir? Tu voulais dire un dernier truc? Un petit Il a un point point coup de pied CPA arrêté. avant de basculer. Mais monsieur, mais comment je pourrais te refuser un point coup de pied arrêté? C'est le point coup de pied arrêté. C'est le point coup de pied arrêté de Dan, les amis. Avant que tu passes en full écran, rapidement, euh, vous vous souvenez, quel est le problème? Quelle est la difficulté pour une équipe sur corner qui défend avec des joueurs en zone? Est-ce que vous vous souvenez? On avait dit, on l'a dit Bah, plusieurs ceux qui fois, arrivent lancés. la exactement. La plus grande difficulté, quand tu as des joueurs qui défendent en zone, c'est de défendre sur des joueurs qui arrivent lancés. Donc en général, qu'est-ce que tu fais quand tu joues en zone? Quand tu défends en zone, tu mets d'autres joueurs pour freiner l'élan des adversaires. OK? Et ben, on va voir avec, le premier screen, que je t'ai Est-ce envoyé, qui Zach. hop Je te là, passe regarde. en fond d'écran. Je peux totalement. Donc Hop, j'ai si on me suit bien, donc regarde. Hop là, voilà. donc voilà. Alors vous voyez au niveau de la surface de but, là où j'ai mis les pointillés, il y a 4 joueurs qui sont en zone. D'accord? Ce sont les meilleurs joueurs de tête suisses. Tout le monde suit. Regardez Pépé. Donc on a dit, la difficulté pour ces joueurs de zone, c'est de voir arriver des joueurs lancés. Donc près de Pépé, il y a ce Fernandez là,
qui joue à Mayence et qui a fait un très mauvais match. Je crois qu'il est le premier déçu de son match, donc je me permets de le dire. Très mauvais match dans l'implication défensive parce que son rôle, ce n'est pas de jouer vraiment le duel aérien avec Pépé. Son rôle, c'est de rendre la Ah, d'accord, tâche ouais. plus simple à la ligne où j'ai mis les pointillés. Sauf que, qu'est-ce qu'il va faire? Tu peux mettre le deuxième screen, s'il te plaît, mon cher Zach. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce Fernandez, il va complètement délaisser Pépé. Alors là, je vous ai juste mis une capture, mais si vous avez l'occasion de revoir le but, ici, on ne peut pas vous mettre la vidéo, mais vous allez voir qu'il va complètement délaisser Pépé. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez ici dans le cercle, Fernandez ne se préoccupe pas du tout de Pépé. En général, un bon Ouais, qui peut freineur, partir il met lancer, les mains, arriver libre. il se gêne, il le colle, vraiment il le perturbe. Il y a des joueurs qui sont bons pour faire ça, même des petits joueurs. Et donc, il ne fait pas ça. Il laisse Pépé prendre de l'élan et Pépé arrive avec ou Pep d'ailleurs, on dit Pep. Pep arrive avec de l'élan sur les défenseurs en 2 zones et là, c'est injouable. En plus, le corner est bien placé, c'est injouable 2-0. Mais pour un mec de 39 ans, il a encore du jump, hein, parce qu'il est Bah ouais. arrivé de façon très, très explosive, l'ami Pep, hein. Il y a peu de joueurs comme ça qui peuvent débarquer et dunker parce qu'il a vraiment dunké de la tête le ballon au Énorme. 5,50. Et ce but, il fait très mal parce qu'il est pas longtemps après le premier. Et tu sens dès le deuxième but, par rapport à ce que disait Dan Zach, que la Suisse a pris un coup et que déjà, très vite, je trouve qu'ils se sont résignés, hein, dans les attitudes. Ah ouais? C'était très ouvert. Ouais, ça leur a fait mal. Ils ont senti la supériorité technique du Portugal. Et vraiment, on a vu à 2-0, franchement, je pense que Dan était dans le même état d'esprit. Tu es devant le match et tu te dis: «Ouais, bon, c'est fini, quoi». Dans les attitudes, tu Ouais, regardes le match, tu fais: «Ouais, il y a trop exactement. d'écart. Il y a trop, trop, OK. trop d'écart». OK, OK, OK. Eh ben, écoutez, franchement, je suis content que vous m'ayez conté cette histoire. J'irai regarder le résumé là tout à l'heure et kiffer parce que j'ai même pas eu le temps même de regarder le résumé, mais ça va être très intéressant et je checkerai ça avec grand plaisir. Passons, je dirais pas les choses sérieuses parce que ce serait manquer de respect à Portugal-Suisse qui est un match tout aussi sérieux, mais passons à un match que j'ai pu voir en partie, mais avec plaisir. Espagne-Maroc. Le Maroc qui, après être sorti premier de sa poule et n'avoir encaissé un but que sur un CSC lors du dernier match face au Canada, va affronter l'Espagne, dont les performances ont été fluctuantes après, avec un très gros début face au Costa Rica, une bonne première mi-temps face à l'Allemagne, une moins bonne deuxième, et un match pas tip-top face au Japon. Donc une Espagne qui était sur une sorte de pente quand même un petit peu descendante si on suivait la trajectoire de ses performances de poule, face au Maroc qui a été face on va dire, à son éventuel plus grand exploit de son histoire. Le match, comment est-ce que vous l'avez vécu, monsieur Dan Pérez? Je te laisse commencer et après, t'inquiète, je prendrai la parole parce que j'en ai des choses à dire aussi. OK, bah, alors je vais te la rendre rapidement, mais en fait, ce qu'on avait dit, on a eu le match qu'on attendait, c'est-à-dire qu'on avait dit: «Bon courage à l'Espagne pour essayer de marquer un but au Maroc», qui, on l'a répété depuis le début de la compétition, est une immense équipe défensive, a une immense qualité défensive dans l'implication et dans la qualité individuelle de ses défenseurs. On pense à toi, Romain Saïs, tu devais être dans notre équipe type du Mais premier tour. le Mais, chat mais, en a le- mais, décidé autrement. Avec mais Virgil il a le encore été sera. bon, donc attention, pas de Ouais, voilà, c'est mais il le bon. sera à la Ils fin sont tous les 2 sûrement. très Et bons. donc on a eu rapidement, on a eu le match qu'on attendait, c'est-à-dire une Espagne qui a le ballon, un Maroc qui défend, qui a pas beaucoup d'armes pour contre-attaquer, mais qui cette fois sur la première heure avait un Sofiane Bouffal stratosphérique, donc qui lui a permis quand même d'aller plusieurs fois dans le camp adverse, de gratter des fautes, des coups Ouais, francs, Bouffal en des première centres, passe plus etc. de dribbles que toute l'équipe d'Espagne Ouais, réunie. Non, et monstrueux. attention, non, il Et passe pas des dribbles. Attends, Dan, on s'arrête sur Bouffal, il passe pas des dribbles. Il met des misères. Faut qu'on soit clair sur ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait à un moment à Marcos Llorente sur le côté gauche là, Oui, où il lui fait 2 feintes sans toucher le ballon, il a ah pas ça, passé c'est un dribble. extraordinaire. C'est-à-dire que là, c'est un dribble, tu sais que dans un stade en Île-de-France, ça crie. Ça crie, ça fait des bruits, c'est des onomatopées quoi, il y a même plus de mots, tu vois? C'est des: «Aïe!» Des trucs comme ça et vraiment mais tout le monde, je pense que tout le monde devant l'écran. Moi, c'était j'étais la vraiment folie. dans les bureaux moi, j'étais dans les bureaux de l'équipe et quand il le passe, tout le monde a fait: «Oh!» Tu vois? Il y a eu une réaction parce qu'il y a plein de télé partout dans l'équipe, en fait. C'est un espèce d'open space où il Ouais, y a des c'est télés plus c'est partout plus feutré que dans les stades d'Île-de-France, quoi. et oui, oui et mais vraiment le dribble, il est sur le côté gauche, il est incroyable et il a tout passé en première et je dis juste un truc et je laisse Dan reprendre. Le Maroc a été dans son plan et ce qui a fait la différence selon moi, c'est qu'il y a eu des performances individuelles exceptionnelles sur l'ensemble du match, sur Ouais. plusieurs lignes.
parce que le Maroc a joué comme avant, mais il y a des joueurs qui ont encore monté d'un niveau, on en parlera d'autres, mais vraiment, il y a des performances, qui resteront dans l'histoire du marocaine en termes de perf individuelle. Carrément. Vas-y, Bah, Zach, écoutez, moi, les on amis, je t'écoute. suis totalement d'accord avec vous. Je vous ai déjà dit, les équipes qui jouent ultra défensif, c'est pas mon kiff et vous le savez. Mais à minima, quand elles essayent de contrer, il y a un peu d'idées. Ils savent ce qu'ils essayent de faire au moins un peu que le ballon. Et c'est ce que j'ai trouvé que le Maroc avait. Et c'est pour ça qu'on a réussi quand même à avoir quelques occasions ici et là. Des occasions même en prolongue, il me semble. Parce que sur certains contres, il y a eu des choses qui étaient bien faites, qui étaient un petit peu réfléchies. Peut-être un peu limité aussi par le manque de qualité dans le dernier tiers dont on a déjà parlé plusieurs fois. Bouffal fait un bon match, Ziyech aussi. Nessiri, bon, comme d'habitude, hein, vous savez mon avis sur lui malgré son but face au Canada. Mais au-delà de ça, franchement, c'est un Maroc qui a défendu bien regroupé, mais qui a surtout su exploiter le fait que l'Espagne manque de qualité dans son dernier terme, manque de course et a un volume de course qui était ridicule. En fait, Et c'est c'est dingue. Moi, intéressant que tu dises ça, Zach, parce que justement le Maroc avait pas alors même si son bloc était très compact, il s'était pas complètement assis sur la surface. Donc ouais, il y avait un petit espace quand même à attaquer, il y avait une petite profondeur à Qu'Asensio attaquer dans essaie de le prendre dos. quelques fois. Voilà, en première mi-temps, Asensio, à un moment, est lancé. Une fois, ils arrivent à le trouver, ça fait une occasion où il tire en angle fermé. Heu et effectivement, moi, à la mi-temps, je me dis: «Ah, il y a quand même la place». Je pense qu'ils vont cibler ça, les Espagnols. Ça va être, comment dire? Répété par Luis Enrique et il y a quand même la place d'aller chercher plus souvent par-dessus. Heu, Sauf que au final, ils l'ont fait assez peu et ils sont tombés dans une espèce de rythme ralenti, Le Maroc a qui reculé a au fil de la permis. deuxième période aussi, Zach. Il y a eu moins d'espace dans le dos de la ligne Oui, défensive parce que le Maroc a joué plus bas en deuxième qu'en première quand même. En Et première, il y avait des justement et à ce séquences, moment-là relativement hautes, et à ce moment-là, tu as besoin, quand tu peux plus aller chercher la petite profondeur par-dessus, tu as besoin de mettre du rythme, de changer de rythme et sur les renversements, d'aller plus vite. Mais disons que tu t'es enfin moi je me disais devant le match, ouais, ils peuvent jouer 3 heures là sans marquer, bah l'Espagne, oui, quoi. bah oui. En fait, c'est ce qu'on a dit plusieurs fois. J'ai trouvé que c'était une Espagne sur cette CDM. En fait, sur cette CDM, dès que j'ai découvert un petit peu, enfin découvert, c'est pas vraiment une découverte, mais quand j'ai vu comment ils jouaient l'Espagne, je me disais d'accord. Donc là, en fait, t'as Asensio qui décroche, donc il t'apporte les bienfaits de jouer avec un faux neuf. T'as Dani Olmo, Ferran Torres pour la part de course, c'est bien. T'as un milieu qui peut être en contrôle, voire faire des courses, Gavi, Pedri également des fois. Je me dis, c'est plutôt pas mal. Puis en fait, ensuite, ça a été monocorde. C'est-à-dire qu'ils n'ont attaqué que toujours, enfin, toujours de la même manière, toujours par beaucoup de possessions, quelques courses ici et là, mais manque de tranchant. Et puis au global, surtout, moi, j'ai trouvé qu'ils ne répondaient pas non plus par une très grande créativité. J'ai trouvé ça mou à des moments sur les renversements de jeu. L'Espagne manquait un petit peu d'idées, manquait un peu de rythme sur certaines phases. Et j'ai trouvé que ça a joué contre eux. Le manque, tu sais, ce manque d'accélération, en fait. Voilà, c'est ça que j'aime pas, en fait. Voilà. Et qui, mais je pense, a bénéficié au Maroc. faut le prendre dans l'ordre ce match parce qu'il y a eu beaucoup de choses, il y a eu Vas-y. beaucoup de moments différents. Sur la première période, je pense que ce qui a été le plus étonnant, c'est que le Maroc a réussi à tenir le ballon sur certaines séquences et ça, c'est ce Ouais. qui m'a marqué en premier. C'est que l'Espagne, par moment, n'a pas réussi à presser le Maroc et ça a donné des temps de possession au Maroc, qui a parfois réussi à faire circuler le ballon, qui a réussi à avancer et à se créer même des situations sur attaque placée. Ce qui semblait impossible quand on pensait au match. Oui. D'ailleurs, j'ai vu que des gens me disaient, tu croyais pas trop au Maroc, mais oui. Par contre, on a fait aujourd'hui une journée pour être, transparent, une journée de formation tactique avec des journalistes de l'équipe où en fait j'interviens pour les aider à mieux comprendre certaines choses et on a discuté notamment avec Nabil Djellit, que tout le monde Ouais. connaît ici, qui se connaît bien les équipes du Maghreb et quand on parlait tous les 2, on se disait: «Mais en fait, si on regarde, il était 15 heures, on se disait: "Mais qui va réussir à marquer dans ce match-là?"» Parce que le Maroc ne pouvait pas trop contre-attaquer en théorie et l'Espagne ne pouvait pas attaquer un bloc bas. En tout cas, pas très bien. Donc on se disait: «Mais ça va être très dur, mi-temps, il y a 0-0, c'est sûr». Bon, je pensais pas que ça ferait 0-0 jusqu'au bout. Mais ce qui m'a étonné par rapport à la physionomie qu'on imaginait, c'est que le Maroc a eu le ballon par moment en première et a pu avancer balle au pied. Ça a été plus dur en seconde. Et après, en deuxième période, on a vu ce que tu as dit, Zach, c'est-à-dire que les manques de course, le manque de joueurs de déséquilibre, ça a été criant jusqu'à l'entrée, que tu n'as peut-être pas trop vu parce qu'après il y avait la prolongue, de Nico Williams.
Ouais, qui a fait mal sur son entrée à droite, qui a dribblé, j'ai qui a vu un peu, ouais. percuté, qui a réussi à se mettre en position de centre et d'ailleurs qui a été un des seuls ailiers de la compétition sur son bon pied. Il a joué droitier à droite et c'est ça qui lui a permis de déborder et de centrer un petit peu. Après, il manquait de présence dans la surface parce qu'il y avait que Morata qui se présentait souvent et l'Espagne parfois, n'avait que ce joueur dans la surface adverse. Je reviens sur un autre truc et après je laisse Dan continuer parce que je pense qu'on a tous les 2 noté pas mal de choses. Les gens parlent notamment de Busquets et de Pedri sur le chat. Et je pense que Dan aura le temps de préparer un tableau peut-être sur ce sujet-là. Mais on a vu souvent Pedri jouer plus bas que Busquets, parce que Busquets a Ouais. joué un rôle de pivot vraiment 6 qui est resté assez stationnaire Pedri entre les très lignes vite, il était marocaines. limite vers les centraux à la 20e minute, quoi. Enfin, j'abuse un peu, Ouais, mais c'est marquant. et Pedri a assez vite décroché parce qu'en fait Busquets était introuvable. Il était entre En-Nesyri et les milieux relayeurs du Maroc, et il avait très peu d'espace pour exister. Et on l'a vu plusieurs fois recevoir des ballons, et ces 2-3 touches, elles ont été trop longues pour faire avancer le jeu. Il a rendu beaucoup de ballons en essayant de jouer à une touche dans la profondeur. Et le Maroc a réussi à récupérer ces ballons-là justement en mettant Busquets en crise de temps. Ce qui a forcé Pedri à décrocher, 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 et à jamais être trouvé entre les lignes, là où il a l'habitude de faire les différences, de percuter, de casser des lignes. Et vraiment, le plan marocain, sans être à 5 sur la largeur, ce qui est assez fort, parce qu'on pouvait craindre ou imaginer que le Maroc se mettrait à 5 Ouais. défensivement, en restant en 4-1-4-1, ils ont réussi à tout fermer. Aussi parce que les Espagnols n'ont pas été percutants sur les côtés, mais vraiment la rigueur, la discipline du Maroc, sur 120 minutes, avec des centraux qui se blessent, avec des joueurs qui entrent en jeu, en termes de charge mentale et de concentration, c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont proposé. Alors C'est juste vrai. pour illustrer ce que dit Raph, en fait, le Maroc, il défendait donc en 4-1-4-1 comme ça. J'ai enlevé l'Espagne, heu et parfois, dans ce système-là, ce qui peut être compliqué ou les zones à attaquer pour l'adversaire, ça peut être souvent ici. Il y a la petite profondeur, on en a parlé, de jouer par-dessus, mais dans le dos des relayeurs, parce que si tu arrives à attirer un relayeur, il peut avoir une zone ici qui apparaît et une zone là. Sauf que Amrabat est un monstre et donc a Oui, réussi à basculer de le l'un à l'autre. volume. Aussi, le Maroc n'a pas forcément cherché très très haut, mais quand le relayeur sortait, Amrabat arrivait à fermer ici et souvent les centraux étaient très réactifs pour jaillir, retrouver leur ligne, jaillir, retrouver leur ligne. Si jamais un joueur était touché, ça fermait très très vite et Amrabat souvent coupé. Et le problème, c'est que l'Espagne a très très peu trouvé ça aussi. Pourquoi? Parce elle a manqué de rythme pour basculer de l'un à l'autre. Parce que au bout d'un moment, si Amrabat il vient couvrir ici, il vient couvrir là, si tu arrives à enchaîner assez rapidement, et Raphaël a parlé de la neutralité de Busquets, qui a Bah, été tu une tu peux clé le mettre, hein, là-dedans pour le Maroc. tu peux mettre un point bleu ici, Dan, pour qu'on Ah voit. oui, Il oui. était toujours dans cette zone-là, il a quasiment pas Voilà. bougé de cette zone-là, hein. Et en fait, quand tu le trouves pas et tu bascules pas assez vite, ou même tes relayeurs, Pedri, qui est venu là, qui a joué à droite aussi après, ou Gavi, ils l'ont sont trouvés une seule fois, hein, cette diagonale ici de Pedri vers Gavi qui a été trouvée une seule fois ici. Mais sinon, c'était Remplacement très étrange de Gavi, Dan, hein. Moi, ça m'a étonné parce que c'était le seul qui proposait des je suis courses et qui, entre les lignes, je suis arrivait d'accord avec toi. à Et casser le qui bloc mettait un peu d'impact marocain. physique aussi, hein. Genre, il Et, est allé Sol- un peu au duel. Je crois qu'en première mi-temps, au moins, il fait 3 fautes en 10 minutes. Bon, c'est pas et révélateur d'un Sol- impact zinzin, mais il y allait, quoi. Solaire est entré, et je me souviens d'aucun ballon touché par Solaire sur son match. Donc, j'ai vraiment pas compris ce remplacement. Et le truc, il faut dire quelque chose du jeu de position de l'Espagne. Ouais, Heu Luis Enrique est pas censé être un un ayatollah du jeu de position, pardon. C'est-à-dire la position très figée, tes ailiers sur le côté, tes relayeurs, dans ce qu'on appelle les demi-espaces, ton attaquant et ton 6 vraiment dans l'axe. Et pourtant l'Espagne a été très, très, très figée dans sa structure. Et le problème quand tu attaques comme ça, c'est que ça peut se heurter à la compacité du bloc adverse. Ça peut se heurter au manque de rythme. C'est-à-dire que si tu joues comme ça, sans rythme et sans percussion individuelle, mais au moins l'un des 2, en fait, bah, tu as l'impression que tu as eu devant le match, c'est-à-dire une possession hyper neutre. Parce que tu n'arrives jamais, en fait, à concrétiser, c'est l'avantage qui est censé te procurer ces positions-là. Et en fait, elles deviennent, si tu veux, le fondement même
de ta neutralité, tu vois? D'accord. Parce que en gros, qu'est-ce que tu as comme alternative pour attaquer? La question c'est, une équipe différente aurait attaqué comment? Tu peux faire plein de choses. Tu peux faire, par exemple l'Ajax. Qu'est-ce que fait l'Ajax? Ou, enfin, qu'est-ce Énorme que fait volume de Ten Hag? course. Déjà, beaucoup de volume de course dans la profondeur et surtout 8 joueurs du même côté. OK? On envoie tous nos offensifs du même côté, ça fait des courses, ça touche à l'extérieur pour envoyer en profondeur et cetera. Bon, ça, c'est très différent, enfin, en tout cas, ça pose des différences claires avec le jeu de position. Tu peux aussi envoyer des longs ballons, envoyer des centres ou même envoyer des longs ballons sur ton 9 et jouer les seconds ballons. Et ben, ça, par exemple, ils l'ont pas fait. Ils pouvaient le faire à un moment. Quand ils ont commencé à essayer de jouer par-dessus, un peu plus souvent, le problème aussi, un truc qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il y avait aucune anticipation offensive. C'est-à-dire, tu joues par-dessus, viens anticiper les seconds ballons, viens anticiper les potentiels renvois, parce que c'est dur de renvoyer de la tête. Tu renvoies pas de la tête au rond central, donc il y a Bien toujours un sûr. deuxième ballon à jouer. Ah, mais les joueurs Et étaient trop loin, Dan, parce que Busquets était loin, Pedri exactement, avait décroché et en fait, il y avait que Gavi qui, au départ, pouvait gagner ses seconds ballons et quand il est Ouais, tu avais sorti, les 3 offensifs et Gavi, ouais. les gens disaient: «Tu pas compris son remplacement». Je précise, j'ai pas compris le remplacement de Gavi, hein. Le Solaire, qui entre, ça m'a pas satisfait. Mais du coup, il y avait plus personne en plus pour gagner ses seconds ballons et tu vois, tu dis qu'ils y sont pas allés, mais je suis d'accord avec toi, mais dans leur structure, ils peuvent pas aller au second ballon. Ils sont trop mais oui, loin voilà, c'est ce que je de disais. du 1er pour gagner second. Et donc du coup, on a parlé beaucoup là des défauts espagnols, on a parlé de certaines bonnes choses, faites par les Marocains. Qu'est-ce qu'on retient un petit peu sur la longueur du match avec les prolongations, puis ensuite, ces pénaltys? Qu'est-ce que ce match dit du Maroc concrètement pour vous? Moi, je trouve que ça dit, des choses qu'on le savait déjà, en phase de poule, c'est-à-dire une équipe qui sait protéger sa surface et qui défend extrêmement bien, qui a, quelques manques offensifs pour, voilà, encore une fois, de qualité dans le dernier tiers, notamment au poste de numéro 9 pour éventuellement, à des moments, concrétiser. Également quelques approximations techniques, hein, sur certains centres, sur certains contres, c'est important de le dire. À un moment, il y a eu un 1-2 en fin de match, où même Hakimi envoie le ballon en 6 mètres alors que ça avait bien dédoublé, et que ça avait pu donner, c'était dans la surface. Tu Mais une exigeant. équipe qui mais une équipe qui est quand même courageuse et une équipe qui, au final, n'est agréable à jouer pour personne. Donc, qu'est-ce que ça dit un peu ce match, pour vous, pour le Maroc et sa suite de tournoi? Ça dit qu'il y a une marge de progression encore importante sur les choix en contre-attaque. Le Maroc, quand il contre-attaque, a tendance à s'enfermer toujours du même côté, c'est-à-dire qu'ils Ouais, récupèrent le ballon à droite et ils vont continuer à courir à droite. Et il y a là, tout va plusieurs se fois passer à où droite. des joueurs qui ont été trouvés à l'intérieur sont revenus à droite. Il y a une séquence qui est marquante comme ça où le Maroc arrive à s'en sortir à droite. Il trouve Hakimi qui est dans une position un peu intérieure, qui peut ouvrir à gauche à l'opposé où il y a un joueur qui est complètement libre, qui doit être Bouffal, et il retourne à droite. Et il y a eu beaucoup de choix comme ça dans un moment de transition où c'est retourné dans la densité au lieu d'aller chercher le joueur libre à l'opposé, au lieu de chercher la diagonale, au lieu de chercher la course au deuxième poteau. Mais c'est plutôt bon Marrant que signe Ziyech, parce que il ça avait veut fait un dire bon coup que lors du premier match contre la Croatie, si tu t'en rappelles. ouais, mais c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que tu as encore des possibilités sur ce plan-là. Après, il faut parler des performances individuelles. C'est-à-dire, alors je sais pas ce qui est fait dans le travail du staff ou le travail des joueurs ou l'attitude des joueurs, mais il y a trois, quatre performances individuelles sur ce match. Je pense qu'il faut qu'on commence par Sofiane Amrabat, Oui. qui sont au-dessus du lot. C'est-à-dire qu'Amrabat, sur une des dernières séquences du match où il doit faire quelque chose de costaud, il gratte un ballon à l'intérieur, il élimine un joueur et il lance une contre-attaque. C'est donc une action que tu n'as pas vue, je pense, Zach, parce que c'est en prolongation. Et il lance chez Dira qui a fait une entrée proche du drame, parce que si le Maroc passe pas, je pense qu'au pays, il est wanted. C'est lui à la Mais fin qui tire pas là sur un contre où il est trop lent? ouais, il en a plusieurs et c'est ça, il J'ai encore n'arrive pas pu à la voir se. celle-ci, j'ai pu la voir, il y avait pas hors-jeu. Non, mais Amrabat a fait une performance, parmi les meilleures performances de la compétition sur le plan individuel. Il les a écrasés physiquement et en plus, techniquement, il a réussi à résister à la pression et à lancer des transitions pour le Maroc. Donc dans tous les domaines où il pouvait être bon, il a été bon, voire plus que bon, exceptionnel. Tu as la première période de Bouffal, qui est quelque chose qui te permet quand même offensivement d'exister. Tu as Unai. Extraordinaire. Extraordinaire. C'est Et dommage. Bouffal qui sort d'ailleurs, qui sort toujours à l'heure de jeu, c'est aussi Oui. Ouais, on en a parlé, il a visiblement, il a pas plus dans les jambes parce que sinon mais il à y Angers, a c'est aucune pareil, raison de hein. le sortir Ouais, on et à en avait Angers, c'est parlé, à Angers, pareil c'est pareil. et je pense que c'est aussi lié au enfin, c'est une des raisons pour laquelle le Maroc a reculé parce que Bouffal lui offrait beaucoup de possibilités pour garder la balle, pour avancer, pour dribbler, et s'installer dans le camp adverse.
Il y Ouais a et Ounahi aussi, enfin, je pense que tu voulais en parler, Raph? bah, c'est ça, Ounahi en fait, globalement, la qualité technique des joueurs marocains qui récupéraient le ballon quand l'équipe d'Espagne essayait de faire du contre-pressing, a souvent cassé le contre-pressing espagnol, Ouais. donnait un peu de temps au Maroc. Ounahi a réussi à conserver des ballons sous pression, Ziyech aussi, Amrabat aussi, Boufal aussi, ce qui fait que tu as quand À même la 4 joueurs. différence de la première mi-temps contre la Belgique où le pressing belge avait Voilà. beaucoup embêté le Maroc. C'est ça et sur ce plan-là, ils ont été vraiment performants. Tu as Saïss et Aguerd qui font encore une top performance au point que les 2 finissent, sur les rotules et même les 2 sont sortis si je ne m'abuse. À voir ce que ça Non, donnera pour le Saïs est resté avec un strap, mais il ouais, était cuit, quoi. il était au bout du rouleau, ouais. Mais c'est oui, parce qu'en plus je l'ai vu faire le toss pour le penalty, je crois c'était encore lui qui était sur le terrain. Mais non, voilà, non, mais c'était vraiment il y a des performances qui sont exceptionnelles et tu l'as dit, sans avoir un 9 qui t'a permis de sanctionner sur tes quelques occasions. C'est-à-dire que En-Nesyri n'a pas réussi à être décisif. Il a fait des bonnes choses, mais il n'a pas réussi à être décisif. Chedira, quand il est entré, a été en grande difficulté pour finir. Donc vraiment, c'est un match historique, c'est un match marquant. Je ne sais pas si j'oublie des grosses perfs individuelles, mais vraiment, Amrabat, Ounahi, Ziyech, Boufal dans la résistance à la pression, plus le travail de ta ligne def, et Bounou, qui a été encore très bon. Vraiment, Ouais, les gars sont tous performants et on peut parler de tactique de collectif. Oui, ça joue sur leur performance, mais il y a un niveau de concentration dans cette équipe, moi, qui Ouais. m'impressionne. Un niveau de Et c'est là où concentration, il les faut gars, rendre grâce à Regragui, en fait. À Regragui, je pense, et à certains leaders sur le terrain, notamment, je pense au capitaine, je pense à Saïs, euh, qui dégage énormément tu vois, de bonne agressivité. Tu as envie de le suivre. En fait, ouais, Saïs, ouais, ouais. tu vois, je le vois, son attitude. Enfin, tu vois, j'ai envie de l'écouter, j'ai envie de le suivre, j'ai envie de me bagarrer pour lui. Tu vois, c'est un mec qui t'emmène avec toi. Et Regragui, visiblement, il fait passer ça aussi. Et quand tu joues de cette manière, c'est encore plus nécessaire. C'est encore plus nécessaire parce que passer du temps dans ton camp, défendre, il faut, surtout contre l'Espagne, il faut surtout ne jamais avoir de relâchement. Il faut continuer à faire à coulisser, à bien sortir, à être agressif quand tu vas au contact. Et moi, je me demandais, pendant le match, je me disais, OK, ils sont monstrueux, ce qui va être intéressant aussi d'évaluer, c'est à quel point ils vont tenir ce niveau de mais compacité, la d'intensité. la seule fois où ils se déconcentrent vraiment, il y a un déséquilibre énorme, c'est sur la dernière. C'est l'occasion au deuxième poteau de Ouais. Sarabia, là, sur le centre. Je crois que c'est Sur Sarabia? le Oui, il me centre semble que c'est Sarabia. venu de l'arrière, ouais. C'est ça, centre venu de la gauche, deuxième poteau et là, il est vraiment libre. Mais c'est la première Et fois qu'on parce a que vu là, un toute ballon la arriver dans la défense a surface changé adverse. quasiment. Ouais, où il y a de la liberté, tu vois, pour un joueur et ça, enfin, ils ont tenu 122 minutes sur la discipline défensive et déjà 90, Et c'est énorme, mais 122, c'est voilà. fou. Et c'est pour ça qu'il faut rendre grâce à Regragui pour ça, parce que l'organisation en tant que telle, si tu veux, tactique, euh, c'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais tu n'es pas obligé de faire du football révolutionnaire pour faire du bon football et pour bien défendre. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose, on l'attendait, leur animation défensive, tu pouvais le prévoir avant le match. Mais comment tu l'exécutes? Comment tu tiens le truc? Comment les mecs, au final, commencent à rentrer dans la tête des Espagnols aussi, tu vois? Euh, Ça, c'est impressionnant. Ça, c'est impressionnant et je pense que c'est lié au coach, à son staff et à certains des leaders, dont Saïs, qui, moi, je l'ai Oui, trouvé époustouflant. Maintenant, il fait, il y a la question. Il y a la question, excuse-moi Zach, il y a la question pour la suite, avec dans quel état seront les défenseurs? ouais, parce que c'est une des inquiétudes, effectivement, avec Saïs qui finit sous strap et Aguerd qui sort, où tu vois qu'il refuse la civière. Quand tu dis qu'il refuse la civière, c'est aussi peut-être pour rassurer un peu. Mais franchement, la question étant, face à un Portugal régénéré, qui, bah, vous me l'avez dit, a l'air d'attaquer de manière efficace avec son neuf, qui a l'air d'avoir des courses qui viennent de partout. En fait, c'est trop drôle parce que je me disais et on disait très souvent que le Portugal, c'était quand même au global peu d'action dans le match et jouer les quelques coups sur ce que tu as et beaucoup de contrôle aussi avec un milieu supplémentaire à des moments pour éviter de trop encaisser et tout. Mais là, j'ai l'impression que dans sa nouvelle disposition, ce Portugal-là, c'est un peu différent. Euh, je dis un peu parce que je pense pas que ça passe non plus du tout au tout, mais il y a quand même plus d'occasions, plus de tranchants et qui pourraient poser souci au Maroc en partant du principe, enfin en partant du fait, imaginons que le Maroc n'ait pas d'absence en défense. Comment vous voyez ce match-up-là? Est-ce que le Portugal et son armada offensive au-dessus de celle de l'Espagne peut cette fois faire déjouer pour vous un Maroc
dont maintenant on connaît les forces et les faiblesses, quoi. Déjà Bah, dans la continuité, vas-y, Raph, vas-y. non, je dis juste un truc et après je te laisse enchaîner. La grosse différence entre le Portugal et l'Espagne, c'est que le Portugal, et c'est pas forcément une qualité, c'est une différence, est beaucoup moins scolaire. Et pour préparer un match contre ce Portugal-là, va y avoir des déplacements, des mouvements, des prises de profondeur qui seront peut-être parfois à contretemps, mais qui vont perturber le Maroc. Là, contre l'Espagne, je pense que Regragui et son staff, ils savaient exactement comment l'Espagne allait jouer. Et l'Espagne savait exactement comment le Maroc allait jouer, mais c'est ça qui a mené à cette neutralité-là. Contre le Portugal, tu vois, tu as beaucoup plus de variété et d'improvisation de la part des joueurs. Et Bruno, Bernardo, João Félix, ils peuvent claquer des choses que dont les joueurs espagnols, en dehors de Pedri, mais Pedri a joué très bas, ne sont pas capables. Et ça va être ça la Ok, différence. ok. Et il y a quand D'accord même avec aussi ça? il y a quand même Pas aussi d'accord. une déception sur Pedri, moi, depuis plusieurs mois. C'est pour ça, je pense que Xavi l'a mis un peu plus haut. C'est que je trouve que justement, il est il a perdu récemment, sa capacité à venir entre les lignes et faire vraiment des différences, tu vois? Ok. Le côté un peu Iniesta, genre, prend entre les lignes, crochet, je parle dans des gros matchs, hein, pas forcément en Liga sur des petits matchs, mais voilà, je suis encore déçu par Pedri. Mais pour revenir à ce qu'on disait, je pense que une des clés déjà pour le Maroc, la plus grande difficulté, en plus des blessures potentielles, notamment de Aguerd qui apparemment, ça sent pas bon pour lui. Ah, il est La sorti plus sur grande adducteur, donc difficulté, Zach, ça ouais, paraît court une semaine pour l'adducteur quand même. ouais, c'est 4 pour jours, ouais. ça. Alors que Saïs, bon, peut-être qu'ils vont le sauver. Visiblement, Mazraoui, il avait une gastro, donc normalement, c'est bon. Et Hakimi, même s'il est diminué, il est monstrueux. Donc a priori, ça devrait aller. Mais ce que je voulais dire, c'est que la plus grande difficulté, peut-être, c'est que après la décharge émotionnelle, la décharge d'adrénaline que procure cette qualification, est-ce que tu peux refaire un match sur ta force, c'est-à-dire ta défense et ton bloc défensif, est-ce que tu peux refaire un match aussi impliqué sur la durée avec aussi peu de sautes de concentration? Ça, c'est Ok. le grand défi. Tu vois, il est presque pas tactique, il est émotionnel et psychologique, à mon avis. Parce que comme on l'a dit, pour jouer comme Surtout que ça, c'est court entre les 2 matchs. Tu pas je dis une semaine, mais tu même pas 7 jours, t'as pas 10 jours, c'est Ah, vraiment tu tu as pas dit? 3 jours de tu récup joues samedi quand et même. tu joues, tu Tu vois? joues samedi. Ouais, mais samedi, quand tu viens de finir un mardi et tu as fait 120 minutes, plus une séance de tir au but, là encore une fois, la charge mentale, elle est énorme. Donc tu as Voilà. mercredi, jeudi, vendredi et samedi, tu es déjà dans ton match parce que tu joues le Ah, jour c'est même. court. Donc C'est très Voilà, court. c'est presque plus du point de vue mental, psychologique, émotionnel que du point de vue physique. Heu, Totalement. m mais malgré tout, et comme on le dit à chaque équipe qui va affronter le Maroc, bon courage à vous pour marquer un but à cette équipe. Parce que ouais, mais ils ont tu l'as dit, il y a eu un CSC d'Aguerd, c'est le seul but qu'ils ont encaissé sur la compétition. Et le seul moment où ils concèdent beaucoup d'occasions, c'est contre le Canada en deuxième mi-temps. Mais bon, c'était un peu flottant, il y avait la qualif dans l'air et tout. C'est pas leur meilleure période, ils se sont un peu déconcentrés parce qu'ils non, étaient mais qualifiés. Et bon c'est courage. ce le truc qui peut se passer et qui perturbera beaucoup le Maroc, et là, il faudra tout voir ce que le Maroc va proposer, c'est si la première occasion du Portugal est au fond. Parce qu'il y aura une Ouais. première occasion. Voilà. Et si la Le première Portugal occasion du passe Portugal est très au ouais, fond, marque très vite, ouais. là, qu'est-ce que tu proposes? Et c'est là qu'on n'a pas encore vu ce scénario dans ce qu'a vécu le Maroc depuis le début de la compétition. Ils ont en plus, leur partie défensive est maintenant tellement forte que je pense qu'ils ont une foi en eux, qui là doit être immense. Mais si à de la 12e minute, tu prends un but sur la première occasion de Gonzalo Ramos ou une frappe de loin de Bernardo ou de Bruno Fernandes, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Comment tu réagis mentalement et comment Ouais, tu réagis tu tactiquement? découvres un peu plus au risque à nouveau, tu vois, derrière de Et te c'est la seule réexposer. inconnue qu'on a sur cette équipe marocaine. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et en tout cas, En revanche, vraiment sur le super intéressant. Portugal, Vas-y. ouais, sur le Portugal, je pense que ça change pas ce qu'on disait sur l'approche de Santos, hein, sur la réduction du nombre d'événements. Oui, oui. Ça a été différent aujourd'hui parce que le match s'est ouvert à 2-0 assez vite en fait. Heu et donc je pense que ça a été différent. Mais tu vois, je suis pas sûr qu'ils vont arriver, enfin alors à mon avis, le Portugal aura le ballon, ce qu'on a dit. Heu, mais ils vont pas non plus, comment dire, s'ouvrir, pilonner la surface. Je pense que Ouais, voilà. d'abord ça va jauger un peu Mais je pense que et puis Le après la ballon que liberté, contre le Maroc aura plus le oui ballon que forcément. contre l'Espagne, je pense, parce que là, on a vu que la Suisse avait eu quand même pas mal de ballons, même sur le début du match, le Portugal pressait pas très, très fort, ça laissait un peu le ballon à l'adversaire par moment. Peut-être que le Maroc aura un peu plus de temps pour l'utiliser et voir comment ils vont l'utiliser justement.
Sachant que les quelques Mais fois où ils ont pu avoir le temps pour utiliser le ballon, notamment la deuxième mi-temps contre la Belgique, on a vu que le Maroc pouvait jouer haut. C'est pas une équipe qui est juste totalement à l'aise pour se recroqueviller et attendre bas, tu vois. C'est une équipe qui a pas de mal aussi à déployer un petit peu plus haut. ouais, c'est pas tant sur le Portugal, moi, que j'avais un doute, parce que le Portugal, ils peuvent laisser aussi le ballon. C'est plus sur le Maroc. J'attends quand même de voir à quel point ils voudront allonger leur phase de possession. 2 choses quand même, on a dit que prenaient pas de but, mais depuis le début du mandat de Regragui, ils n'ont pas pris de but à part ce CSC. Mm. Tir au but, séance de tir au but comprise, parce que sur Bono arrête les 3 tirs. Après, les Espagnols ont un Bono peu arrête aidé quand même, hein. Les, Oui, les, Ils les, étaient c'est vraiment vrai. les dégueux les courses. pénaltys des Espagnols, genre Bounou il s'est Ah vraiment mis dans leur bah, tête ou pas? là, Le on peut encore parler des les 2 courses premiers d'élan. C'est-à-dire surtout. que les courses d'élan de joueurs qui n'ont pas forcément tous l'habitude de frapper et qui, notamment Busquets, et qui en fait frappent comme des joueurs habitués à le faire. Alors autant Soler a l'habitude de frapper, mais Sarabia et Busquets, c'est moins le cas. Et je voulais parler de Busquets parce que je voulais parler des statuts tout à l'heure. On avait pas mal parlé de Thomas Müller lors de la phase de poule. C'est ça Ouais, qu'on avait du mal à comprendre le fait tout qu'il à enchaîne les fait, tout à fait. titularisations alors qu'il n'était pas performant. Et Havertz rentre en cours de match sur le troisième et il fait Et une super bouleverse le rentrée, truc, il ouais. met doublé. Busquets, c'est un peu pareil. Là, il fait les 123 minutes. Il joue tout le match, alors que le Maroc l'a enfermé très très vite. Et qu'on a vu qu'il avait du mal à exister dans la densité parce qu'il n'allait pas assez vite dans sa vitesse d'exécution en 2022. Il voit vite, mais il va plus assez vite. Et en plus, Amrabat est sorti tellement fort sur lui à chaque fois qu'il a Ouais. gratté plusieurs ballons sur lui. Ça aurait Et mis j'ai qui pas à bi- sa place s'il avait fait sortir Bah, Busquets plutôt, Pedri plus tu, bas? tu- tu peux faire rentrer un central et placer Rodri plus haut. Oui, Rodri, C'est une oui. Oui, oui, possibilité. Rodri. Mais surtout pour permettre à Pedri de jouer dans des zones où il peut faire mal au Maroc. Là, entre les lignes, l'Espagne n'avait personne pour faire mal. Et là, il fait Mmh. 120 minutes, Busquets. Et ça m'a Après, étonné. ça Et c'est comme. sur ça, je suis d'accord avec toi, mais si je dois mettre un tout petit, «bémol» entre guillemets, Rodri, hyper bon joueur, ça, on est tous d'accord sur ça, rien à dire. Mais le Rodri aussi, dans la vitesse d'exécution, est un petit peu lent des fois, Ouais, dans la mesure où il a des cuisses très mais, musclées, des grosses jambes, tu vois? Et des fois, ça lui arrive d'être mais un peu lent. Rodri, il peut renverser plus vite que Busquets. Il peut frapper de loin. Rodri, il a marqué Ouais, plusieurs c'est buts à City en oui, frappant de oui, loin oui, oui, contre des équipes c'est vrai. qui étaient en bloc bas. Et Busquets, on l'a vu tenter de frapper une fois, en dehors du penalty, du tir au but, je veux dire, et c'était difficile, tu vois. Et ça m'étonne un peu, et j'ai Justement, l'impression qu'il y a plusieurs coachs comme ça sur le statut qui se sont un peu perdus. Et c'est pour ça que voir Fernando Santos, à un moment, trancher avec Cristiano Ronaldo et voir que ça paye, moi, ça m'a fait plaisir. Pas parce que je déteste Ronaldo, je le déteste pas, mais de dire, voilà, il y a des coachs qui, à un moment, agissent parce qu'il est temps de renouveler une génération. Et souvent, on dit, ouais, c'est difficile de sortir les anciens parce qu'il y a des statuts et tout, mais une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Tu peux pas te permettre de perdre du temps sur une coupe du monde juste parce qu'il y a un joueur qui est difficile à sortir. Ouais, Et là, ouais, ouais. justement là-dessus, sur Raph Busquets et et Zach, je Muller, sais je pas ce trouve que que vous ça en a pris pensez. du temps. Ouais, Je sais vas-y, pas ce que vous en Dan? pensez, mais moi, Luis Enrique, c'est un de mes coachs préférés. J'ai pas aimé cette Coupe du Monde, mais j'ai beaucoup aimé son Barça, son Euro l'an dernier. Il s'est beaucoup exposé médiatiquement, notamment. Avec Twitch et Et tout, à ouais. mon avis, le souci éventuel quand tu te choisis de t'exposer autant, c'est que tu peux risquer de t'enfermer davantage dans certaines idées, précisément parce que ces idées-là, elles elles finissent par être identifiées à toi-même. Toi-même, tu t'identifies à ces idées et donc à ton discours, et que au lieu de chercher à avoir raison et de trouver la justesse, finalement, tu cherches à avoir raison par rapport aux choses que tu as incarnées ou que tu as C'est exprimées intéressant ce que tu dis. médiatiquement, et C'est donc tu es intéressant. figé, en fait, tu es un peu bloqué par ta propre mise en Il avant. y a une, Tu vois ce que je veux dire? il y a une phrase de Bielsa là-dessus, Dan, je sais pas si tu la connais, et Zach aussi, c'est Bielsa qui disait: «Il faut jamais tomber amoureux de ses idées», Ouais. et je trouve ça Il y a intéressant comme phrase. Exactement, exactement. Ouais, bah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas cité Bielsa, je crois, dans cette émission, donc c'est toujours une bonne chose à faire. Avaler le Et il y venin. a tomber amoureux de ses idées, et il y a aussi un moment à quel point ton personnage médiatique ou le choix de com que tu fais peut te rendre prisonnier parfois de certains choix, ou peut t'enfermer parfois dans certains choix. Voilà, je pense que, enfin, ça m'a paru flagrant en voyant le match. J'ai pensé à Luis Enrique, voilà, que j'aime beaucoup. J'imagine qu'il rebondira avec l'Espagne ou à un autre club, parce que c'est un coach quand même qui réfléchit beaucoup sur le jeu, qui a des idées très précises sur le jeu quand il y réfléchit, et qui peut mettre tout un tas de choses en place. Là, il a été un peu décevant. Je pense qu'il est le premier déçu de ce qu'a proposé son équipe, même si visiblement dans les discours, l'Espagne a pas été les Espagnols n'ont pas été très lucides encore.
Non, toujours non, l'impression d'avoir, parce que surdominé ou d'avoir eu beaucoup d'occasions, mais pour en moi, fait, c'est pas beaucoup. c'est pire que le Russie-Espagne de 2018, hein. Russie-Espagne Ah ouais? 2018, Sur l'Espagne a des Russie-Espagne meilleures 2018, occasions. c'était fiou! L'Espagne a des occasions, hein. L'Espagne a beaucoup plus d'occasions contre la Russie en 2018 que là. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'ils font un match similaire, mais qui se crée moins et qui restent dans la même idée. Après, il faut parler du niveau des joueurs sur l'Espagne. C'est peut-être le dernier Ouais, mot tu qu'on sais que dira c'est sur eux. exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, on peut parler tactiquement, des idées omnibulées et tout. D'ailleurs, Dan, le truc que tu as dit, j'y avais pas pensé. C'est ultra intéressant, sincèrement. Mais il y a aussi un truc, c'est que à des moments, je vais sortir la phrase bateau, mais c'est aussi un sport de joueur, tu vois. Et franchement, le manque de Surtout la qualité Coupe dans du monde, surtout la Coupe du monde. le Il manque faut se de rappeler quand qualité même dans le que dernier tiers, il est juste évident. Vraiment, Luis Enrique, son équipe joue de la même manière, mais à la place de Dani Olmo, Ferran Torres et Asensio, qui sont pas des mauvais joueurs au demeurant, surtout Dani Olmo qui est très talentueux, et même Ferran Torres, moi j'aime bien. Mais à la place de ces trois-là, tu as un neuf de qualité, des ailiers peut-être un peu plus percutants et avec un peu plus d'appel. Euh, on dit eh, pas la même chose. Pour vous, il manque mais qui à part, Thiago Alcantara pour avoir un peu de créativité? Alors pas dans le dernier tiers, mais même si Thiago, à mon avis, il peut t'apporter quand même quelque chose, il manquerait qui? Est-ce que en fait, c'est il pas aussi un manque problème de il réservoir? il il manque David Villa et Fernando Torres. Non, Elle est mais là dans la les joueurs vérité. actuels. Non mais Dan, non mais c'est le problème, c'est Donc qu'ils c'est ont un plus problème ils de ont plus ces réservoir, c'est ce joueurs-là. qu'on dit. Mais quand tu fais la comparaison par rapport à 2008-2010, 2012 c'est un peu à part parce qu'ils jouaient sans attaquant et Fabregas était devenu le neuf de la sélection et il y avait beaucoup de mouvements. Mais l'équipe de 2008 et 2010, moi je les ai revus les matchs tous, David Villa et Fernando Torres, surtout en 2008 les deux ensemble et en 2010 plus Villa parce que Torres était commencé à être blessé. Mais Villa et Torres en 2008 sont aussi importants que les milieux de terrain. C'est un jeu plus direct parce qu'ils ont plus de variété, ils peuvent se le permettre. Là, ils sont quasi, c'est pas qu'ils sont obligés de jouer comme ça, mais à qui tu fais confiance pour être percutant dans le dernier tiers? On a vu que Nico Williams faire des différences. Et Ansu Fati, on sait qu'il est une fois sur deux, il est blessé. Oui, même Et ils si Ah, ont un Nico c'est celui que problème, Williams, voilà, il a son j'allais te niveau. dire Ansu Fati, moi, mais c'est ils ont relou. un problème dans la formation de leurs attaquants. Ils ont un vrai problème dans Voilà. la formation de leurs attaquants. Qui est le dernier grand attaquant sorti d'Espagne? Et je pense que le Tu sais que dernier, c'est voilà, mais Tu sais que c'est très c'est drôle parce que, alors vraiment, c'est même pas pour faire le hashtag analyse machin nana, c'est vraiment pour le petit point rire. Mais c'est assez drôle parce que l'Espagne, quand tu poses la question, c'est quand le dernier grand attaquant, le dernier grand quelque chose, bah l'Espagne, quand sur FUT, tu pas qu'un joueur et que c'est un Espagnol, avant même de savoir qui c'est, tu sais que ce sera pas un gros joueur. non, mais c'est Bien un entendu, souci. c'est FUT, c'est pas révélateur, je dis ça Non, pour mais là où rigoler. paraît non, Mais mais Zach, c'est à moitié de la rigolade parce que pourquoi tu sais que ça va pas être un grand joueur? Parce que j'imagine que sur FUT, tu as besoin de qualité athlétique, de qualité de dribble, de de vitesse. vitesse et en fait tu sais que tu ne vas pas avoir ça. Heu, Tu vas pas avoir ça et effectivement et c'est vrai, c'est ce qui leur manque. Alors Nico Williams fait une entrée sympa, il fait deux trois débordements, mais tu vois, c'est pas en termes de niveau, Bah, c'est il un est tout c'est tu frais, vois, hein, il est tout frais, Nico Williams voilà, en plus, hein. c'est un joueur qui est même pas sur la liste des Bleus, par exemple, tu vois? Qui est, Oui, 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 bah il a pas cédé et toute sa place en équipe effectivement, de France. il y a un problème de réservoir et de formation. Alors je sais pas à quel point ils vont changer ça, mais c'est vrai que tu as personne en plus qui émerge là chez les jeunes, je sais pas, Raph ou Zach si ou sur le chat s'il y a un moins de 20 ans, Non, non, c'est chez compliqué. les moins de 20 ans, il y a un super, Non, il y a un super bah neuf. Un les top super joueurs neuf qu'ils ou ont un sortis. ailier un peu, un ailier Tu dribbleur quoi, tu vois? Enfin tu dribbleur qui peut entrer axe. tu Jérémy Pinault qu'on a très peu vu, de Ouais, il y a Rémi Villarreal, qui est Pinault, ouais. percutant, qui est Ouais, ouais. dribbleur, mais qu'on a quasiment pas vu. Mais sinon, les top joueurs qui sortent ces dernières années, il y avait Ansu Fati, qui aurait dû être la réponse à tout, mais Ouais, qui est trop ses souvent blessures blessé. lui ont un peu coûté, ouais. Et sinon, tes super joueurs, ils sortent tous au milieu de terrain. Donc c'est bien, mais ça suffit pas malheureusement, hein. C'est Enfin, bête, parce ça que dans c'est le profil dont on parle, sincèrement, une partie de tes problèmes, ils auraient même pu être résolus par moment par des mecs à la Yago Aspas, quoi, tu vois, des trucs comme ça. Alors, même s'il n'est pas non plus monstrueux Ouais, et que mais tu as tu aussi vois, une base après populaire. même sur les milieux de terrain, pardon, heu, j'aime bien Pedri. C'est pas mon joueur préféré, je reconnais par rapport à d'autres. Je sais qu'il y a des goûts différents, mais je préfère Bellingham, tu vois? Je Ouais, mais là, préfère avoir, parce que tu parles là, Dan, mais l'Euro 2020 de Pedri, tu vois, était non, je te exceptionnel. parle Donc dans les profils. L'Euro 2021 oui, de Pedri, il est peut-être. exceptionnel effectivement. Mais depuis ce qui est ent j'ai pas envie, je trouverais ça dommage que Pedri devienne un joueur trop horizontal, trop hors du bloc
et de moins en moins capable d'aller venir plus à l'intérieur du bloc et faire des différences, faire Ok. des crochets, avancer vers le Espace but. et tout. Attention Un peu comme à ce que Musiala. l'Espagne ne crée Pardon, pas trop de milieux horizontaux, ok. tu vois? Gavi, je l'aime bien, tu vois? Il y a un côté accrocheur qui peut être intéressant parce que Gavi, tu vois, il peut te permettre de faire un match plus rythmé, plus rugueux, il a ce goût pour ça. Mais au final, tu as une manière unique de jouer et en plus, tu as pas forcément les profils idéaux pour le faire. Donc, c'est difficile et tu tombes sur un Maroc énorme. On parlait d'Amrabat, juste, il y a notre collègue là, Pierre-Alexandre Comte, qui me dit qu'avec la Fiorentina, il est monstrueux depuis le début de la saison. Donc voilà, il fait une coupe du monde à la continuité de sa saison. Eh ben, écoutez, c'est magnifique pour lui. On a parlé un petit peu du coup de Portugal, Portugal-Maroc. On va pas pouvoir faire les 4 quarts, ok. Donc parce que ça risquerait d'être un peu long, mais un petit mot quand même. Même si vous avez peut-être dû en parler hier, France-Angleterre. Vous en avez un peu parlé hier, je suppose. Un petit peu, non, hier, on a Ah ouais. surtout non, non, c'était Eh ben, avant-hier je veux avec toi, parler de en fait, France-Angleterre. qu'on l'avait évoqué. Je veux parler de France-Angleterre, moi. Je veux parler de France-Angleterre parce que les amis, on en a parlé un peu avant-hier, mais voilà, maintenant 2 jours après, tout ça machin. Euh, je tiens quand même à dire que France-Angleterre, personnellement, j'ai un peu peur. Mais Ouais, c'est ce qu'on bah, s'était dit écoute, l'autre soir, hein. C'est ce qu'on s'était dit c'est l'autre ce que soir, Zach, sur le. On était assez Ouais, c'est inquiets. vrai ça. Mais j'ai un peu peur, France-Angleterre. Rapido, là, comme ça, peut-être à tête plus reposée, au moins, c'est pas à la suite du match et tout. Moi France-Angleterre, je le répète, hein, mais dans les coups de pied arrêtés, euh, tout ça, alors que moi je trouve les Anglais, ils ont une variété dans les profils offensifs qui est assez dingue. Ils ont de quoi répondre à l'impact physique et offrir un vrai défi au milieu. Et dans les coups de pied arrêtés, je les trouve très pertinents là où je le trouve peut-être un petit peu moins bon. J'avoue que ce match me met un stress peut-être plus grand que n'importe lequel des autres éventuels matchs. Facile à dire, bien sûr, mais ce France-Angleterre m'inquiète plus que si on avait France-Portugal ou France-Brésil ou des trucs comme ça. Pas que Portugal et Brésil ne sont pas des équipes qui sont capables de nous battre, mais bien sûr que si. Mais ce France-Angleterre en particulier, dans le profil, j'ai l'impression que c'est la pire opposition qu'on Et pouvait quand t'as avoir. vu que Mbappé s'entraînait pas, ça t'a rassuré ou pas, Zach? Il faisait du travail en salle de récupération, t'inquiète. Je voulais tester parce que j'étais à la rédac de l'équipe quand c'est tombé et les gens essayaient d'analyser. Ah, il s'est pas entraîné, pourquoi? On espère un coup de bluff du staff français pour un peu déconcentrer Kyle Walker, tu vois, l'apaiser avant que d'un coup Mbappé Ah revienne oui. en pleine forme. Mais oui, oui, non, mais on s'était dit un peu tout ce qui nous inquiétait sur ce match-là. On avait dressé un tableau assez négatif, assez pessimiste, Dan et moi. J'espère que ce ne sera pas le cas et qu'on se sera trompé, comme je me suis trompé sur les possibilités du Maroc de tenir 120 minutes. Bah ouais. Mais oui, oui, non, mais on l'a dit, c'est un match-up compliqué parce que l'Angleterre a beaucoup de choses qui peuvent nous répondre dans beaucoup de domaines et il y a pas de point fort évident pour la France où taper par rapport à l'Angleterre. À moins que Giroud domine la défense centrale adverse. On n'avait pas trop évoqué ça, mais il y a cette possibilité. Que Giroud arrive à dominer aux Stones ou Maguire. Ça peut être une possibilité, mais pour l'instant, Giroud n'est pas forcément le joueur le La plus deuxième utilisé. qu'on peut voir, la deuxième qu'on peut voir, Raph, c'est que Walker soit pas à 100%. Ouais. Oui. Et donc, Mm. l'anticipation qu'on en a d'un Walker, le Walker Robocop, tu sais, qu'on connaît, à la fois puissant, rapide, contre lequel tu peux pas, réussir une contre-attaque. Bah, peut-être qu'il vu son état physique, peut-être qu'il sera pas capable d'être aussi Robocop que ça. Et donc, là, là, pour le coup, ça ouvre un autre type de match. Parce que si tu recules, même si pour les raisons qu'on a évoquées, on les redétaillera peut-être vendredi, je sais pas, mais même si tu es très exposé, pour plein de raisons, si Walker est pas bien, tu as quand même la carotte Mbappé, ça peut changer quand même la donne du Et match, tu vois? Alors que je suis si totalement d'accord avec vous, hein, mais en fait, pour moi, il y a un différentiel, et vous me dites ce que vous en pensez de manière assez brute, mais Kylian, extraordinaire joueur, hein, pas une critique. Mais Kylian, ces derniers temps, à des moments, il aime beaucoup aussi recevoir phase arrêtée. Il aime bien recevoir le ballon dans les pieds, puis ensuite essayer de dribbler à partir de là, de créer, arrêter. Et
il est peut-être moins dans la surexploitation de la profondeur, malgré que ce soit peut-être sa qualité principale. Ouais, mais tu vois, Quand, la deuxième quand Vinicius, contre la Pologne, il l'a fait quand même. Deuxième période contre c'est la vrai, Pologne, c'était souvent ça. c'est vrai, mais quand Vinicius, par exemple, contre le Real, enfin contre City du coup, réussit à la longue à prendre le dessus sur Walker, où Walker sort à la fin, il prend le dessus parce qu'il a tenté et il l'a épuisé par des courses pendant quasiment l'entièreté du match. C'est pour ça que d'ailleurs je comprends pas la légende urbaine de Vinicius a bouffé Walker, parce que c'est complètement faux. Walker a tenu Vinicius pendant aussi longtemps que son physique lui permettait de le faire, et après effectivement il a lâché. Là où j'essaye d'en venir, c'est est-ce que on n'a pas entre guillemets un peu peur qu'Mbappé, même s'il a fait la deuxième mi-temps face à un Pologne, et même si on sait qu'il peut le faire, va peut-être, de par son statut aussi un peu de leader et de facteur X, peut-être pas assez exploiter ces courses qui peuvent vraiment poser problème à un Walker qui pourrait du coup lâcher physiquement si il était abusé Ouais, sur je ça. pense Voilà. qu'en fait, ce que tu dis, c'est que oui, Mbappé l'aime, mais après s'il est dans un bloc bas, et avec des espaces devant lui, il refuse pas d'attaquer à la profondeur. C'est plutôt quand son équipe est installée, tu as envie parfois de le voir, menacer la ligne défensive et peut-être que tu es frustré quand il vient demander dans les pieds et cetera. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est plus là où parfois on a l'impression qu'Mbappé il demande et c'est vrai, il demande davantage dans les pieds. Bon, il sait quand même faire beaucoup de choses, même quand il reçoit dans les pieds. Mais Bien sûr. quand son équipe est bloc bas, bon, il y a quand même, c'est appétissant pour lui de voir les espaces se créer. Alors maintenant, il y a 2 possibilités. Allez, 2 possibilités, on va dire, moins probables. C'est que Deschamps change Mbappé et Dembélé. Moi, j'y crois peu Ok. parce que s'il les change de poste, ça voudrait dire que tu ne laisses pas Mbappé dans ses meilleures, dispositions. Soit en cours de match, je le répète, si jamais la France arrive à tenir le score, mais que Deschamps sent que dans le contenu, c'est très, très, très compliqué, heu, peut-être la sortie d'un des offensifs, Ouais. peut-être, Le Dembélé ou fameux milieu Giroud, supplémentaire. le fameux milieu supplémentaire et donc avec un Mbappé peut-être plus libre, toujours aussi libre, mais plus libre de se balader sur le front de l'attaque et pourquoi pas attaquer des espaces un peu plus loin de Walker. C'est pas probable. En tout cas, c'est moins probable que toutes les autres options qu'on a vues chez les Bleus depuis le début, mais c'est quand même une option à envisager en cours de match au moins. Parab, Eh je sais ben pas ce que tu en écoutez, penses? vas-y. Non? En fait, j'y crois peu au milieu en plus parce que je pense que comme depuis le début de la compétition, aucun milieu sur le banc actuellement ne convainc Deschamps d'entrer dans le 11. Ouais. Ouais. Non, Tu mais vois, il y pas en dans a le il y a 11, Ce qu'on mais en disait cours après de la match si Tunisie. tu prends le oui, bouillon. en cours de match, ouais, en cours de match. Mais tu vois, on disait dans le 11 pourquoi. Après, en cours de match, si tu prends le bouillon sans prendre de but, quoi. Parce que si tu es Voilà ce que mené je 1-0 disais. et que tu mets un milieu en Si plus, ouais, tu voilà, prends le c'est ça. bouillon et que tu t'encaisses pas au score. Mais ouais, mais il faudrait remettre un milieu en plus qui peut aider à remonter les ballons aussi, tu vois? Et là, actuellement, dans les performances qu'on a vues, alors Guendouzi est capable de se projeter un peu, de porter le ballon, donc il pourrait, pourquoi pas, casser un peu la ligne. J'ai pas l'impression que Deschamps fasse une grande confiance pour l'instant à ces mecs-là pour, même disputer 30 minutes d'un niveau de pareil, tu Ah vois? ouais. Pour le répéter en équipe de France aussi. Donc voilà, ça va être assez curieux, mais c'est un match de là, on est pessimiste parce qu'en fait, l'Angleterre peut nous embêter sur pas mal de choses. Ça veut pas dire qu'ils vont gagner à 80 hein. Moi, je pense que c'est un match Bien de sûr. 2 équipes d'un niveau assez équivalent. Le top joueur est côté français, le top attaquant, en tout cas, est côté français. Il y a un top milieu côté anglais, qui est en très grande forme en plus, et à voir qui va être le plus décisif. Enfin, tu vois, après, il y a des perfs individuels qui vont arriver, hein. Il y a un mec qui va sortir un grand match et ça va tout changer. Là, les matchs d'Amrabat, Ounahi et Boufal, ils ont tout changé pour le Maroc. Si Mbappé, Griezmann font un top match, bah, la France va gagner. Si par contre Bellingham il roule sur notre milieu, et bah, l'Angleterre se rapproche de gagner. Mais ça, tu peux pas le savoir avant. C'est ça qui est bien Bien dans le sûr. foot. Et quand c'est un sport de joueurs, on l'a dit, et c'est une compétition de joueurs en plus. Le match que Messi fait contre l'Australie à la deuxième période, il doit y avoir 4 ou 5-0 pour l'Argentine contre l'Australie. Les mecs ne mettent pas au fond. Donc moi, c'est ça qui m'intrigue, c'est de savoir qui va être le mec le jour J qui va performer. Parce que ça, c'est un truc qui dépend du joueur lui-même, parce que le contexte, ils le connaissent tous quasiment, et de la préparation du gars, et après de la qualité du gars, et de la gestion de la pression, et de qui va prendre le dessus dans un duel. Tu vois, par exemple, si Mbappé, il met la misère à Walker sur les 2 premiers duels, et bah, dans ton match, t'es bien, tu vois? Et il y a plein de trucs comme ça qui sont hyper inquiétants sur qui va être là, les gens citent Rabiot sur le chat, mais voilà, par exemple, si Rabiot, il a un volume dingue, qui gratte 10 ballons en première période et qu'il est sur un rythme comme ça, voilà, ce sera énorme. Ça cite beaucoup Enzo Lefebvre. Non, je vais arrêter avec Enzo Lefebvre. Je suis un forceur, faut que j'arrête avec ce jeune homme.
Non, Non, mais Farid, sur le chat, on dit juste pour Walker, pardon, excuse-moi Zach, et parce qu'en bah, plus y a on pas de approche la fin problème. de l'émission, je crois. Non, mais sur Walker, on dit pas qu'il va museler Mbappé, justement. Non, bien sûr que non. On attend de voir. On attend de voir. C'est un joueur qui a les qualités, s'il est à 100%, pour embêter Mbappé, c'est sûr, pour lui répondre du point de vue athlétique, en vitesse, en explosivité, en puissance. Mais on n'a pas aussi la donnée de comment dire de l'état physique de Walker. Ce qu'on sait, Mmh. en revanche, c'est qu'il sera forcément, que l'Angleterre joue à 3 ou à 4, il sera forcément plus bas et troisième central en possession, ou quasiment. Donc, il sera toujours dans la zone de Mbappé, quasiment, même quand l'Angleterre aura la possession. Voilà. Et ben en tout cas, ça va être grave cool. Évidemment, on n'a pas parlé de Ousmane Dembouz Luc Shaw. Mais rien que le fait d'avoir aussi de l'autre côté Ousmane Dembouz, à titre personnel, ça me rassure. On parlera également des autres quarts. Le salon tactique continue. Il me semble qu'on est de retour à partir de vendredi pour le retour des quarts, c'est ça, Dan? C'est ça. C'est ça. Donc Vendredi, il y ouais. a 2 petits jours sans football, mercredi et jeudi soir, mais on reviendra vendredi soir pour vous annoncer, enfin pour vous débriefer tout ça. Et en plus, pour votre plus grand bonheur, nous avons pris la décision dès ce vendredi d'allonger un peu l'émission. Au lieu de commencer à 23h, nous allons commencer à 22h30 pour vous offrir 1h30 d'émission. Et peut-être allez, 10-15 minutes en plus de rap, comme on fait quasi déjà tous les soirs, ce qui portera le tout à peut-être quasi 2 heures. Voilà. Donc plus proche de la fin du match, un peu plus long pour pouvoir discuter un petit peu plus en profondeur des choses encore une fois. Je vois que ça vous fait super plaisir dans le chat, et ben ça nous fait super plaisir de voir ces réactions-là également. Et on se retrouve du coup dès vendredi pour l'écart. Alors juste, je re-regarde, il me semble, donc il y a Brésil contre Croatie, ainsi que Pays-Bas-Argentine à 20h. Allez, rapido au petit jeu de pronostic, ou alors même pas prono, qu'est-ce que vous attendez de ces matchs-là? Moi, je pense que l'Argentine va sortir un match très convaincant face à des Pays-Bas dont je doute encore de la réelle qualité de leur dernier tiers. Je pense que leur match face aux États-Unis les a montrés un peu meilleurs que ce qu'ils sont, même si on va dire que défensivement ils aient répondu présent. Et je vois le Brésil s'en sortir sans trop de problèmes face à une Croatie que je trouve moyennasse, même malgré leur passage face au Japon. Voilà pour mon avis. Quel est le vôtre? Écoute, bon, déjà, merci sur le chat pour les messages sympas. Ça fait Trop cool. vraiment plaisir et ça donne de Ah, vous la êtes de force, plus en donc plus c'est nombreux et tout, vraiment cool c'est trop cool. de nous dire ça. Merci beaucoup. Écoute, pour Croatie-Brésil, je suis pas sûr que ce soit là qu'on voit le Brésil le plus en difficulté. Ouais, c'est Bon, ça. tu nous as dit de faire vite, hein, mais bon, et pour Pays-Bas-Argentine, j'ai quand même hâte de voir les réponses de l'Argentine à l'organisation défensive des Pays-Bas, mais j'ai quand même une grande confiance en l'organisation et à la préparation du match par Van Gaal. Et donc, je Mm. pense que ça va être sur le plan tactique, ça va être encore une fois un match très intéressant. Ouais, ça, Très ça- bien. ça va être un Van Gaal contre Messi, je pense, ce match-là. Ça va être une bonne partie de ça. Et si Messi arrive à décrocher une demi-finale contre un Brésil qui fait une démonstration de l'autre côté contre la Croatie, t'as une partie de tableau pas mal, tu vois. Tu t'en Ah, sors ça va être plutôt bien. exceptionnel. Et de l'autre côté, un petit France-Portugal ou France-Maroc pour que notre beau pays soit déchiré entre toutes ces équipes-là. Ce Oh là serait, là ce là là serait, là. ce serait divertissant, tu vois. Non, non, mais le Brésil-Argentine fait envie, mais comme disait Dan, je pense vraiment que le Pays-Bas va proposer un truc emmerdant. Ils vont proposer quelque chose qui va perturber l'Argentine, c'est sûr. J'arrive pas à croire à un des Pays-Bas, par exemple, qui sur les 30 premières se font bousculer, perturber, trimballer par l'Argentine. Je pense que l'Argentine va tomber sur un truc étrange. Il va mettre du temps à s'adapter, parce que Van Gaal, il a toujours un truc derrière la tête. Et, euh, Eh ben et écoutez, cette équipe, on verra le master plan de Van Gaal. ça sera bien. On verra le master plan de Van Gaal et comme vous l'avez compris, on sera là pour vous en parler dès ce vendredi à 22h30. Exceptionnellement, ça commencera plus tôt. On vous remercie de votre fidélité et d'être aussi nombreux tous les soirs. Le salon tactique, c'est terminé pour ce soir. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao, ciao les amis. Salut, ciao tout le monde. Ciao.